Eh bien, bonjour aux courageux qui sont restés jusqu'à maintenant. Donc j'ai 20 minutes, une demi-heure, c'est ça? Je pense que ça fera ce temps. Si ça fait un peu moins, ça laissera plus de temps pour la discussion. Oui, en fait, moi, je voulais vous parler de l'éducation syndicale, alors sous une rubrique plus générique qui était celle de l'éducation populaire, mais le lien entre les deux, c'est plutôt d'une certaine manière s'interroger sur les conditions de l'évaporation de ce qui pouvait exister de pratiques de l'éducation populaire dans les dispositifs d'éducation syndicale. Dans cette idée de l'éducation populaire comme un registre d'intervention militant pour fabriquer des citoyens critiques, engagés dans la transformation de la société, réflexifs sur leurs propres pratiques, etc. Et voilà, donc pour vous parler un petit peu de ça, moi je vais vous rendre compte de recherches que j'ai menées avec tout un tas d'autres collègues, sociologues, politistes et historiens, sur les mutations et les usages de la formation syndicale. Plus précisément, je m'appuie aujourd'hui sur un article que j'ai rédigé avec une collègue, Paola Cristofalo, et qui est paru dans le dossier du mouvement social auquel il était fait référence, donc ici, qui est consacré aux frontières de la formation syndicale. La problématique de ce papier, et la problématique plus largement de notre recherche sur la formation syndicale, de cette recherche collective, c'est peut-être de considérer l'éducation syndicale comme un observatoire des transformations du syndicalisme. Il nous semblait en effet que travailler sur l'éducation syndicale, ça peut être un bon moyen d'étudier ces évolutions, notamment des évolutions idéologiques dans l'action syndicale, sans tomber dans une lecture idéaliste des idéologies, car les dispositifs d'éducation syndicale, c'est en quelque sorte de l'idéologie matérialisée. Ce sont des éducateurs, ce sont des appareils de formation, ce sont des savoirs et des normes qui sont objectivés dans des supports pédagogiques. Donc travailler sur ces éléments empiriques, c'était un moyen de questionner un peu à nouveau frais des évolutions qui avaient pu être abordées anciennement par notamment des politistes en termes d'évolution de grandes idéologies un petit peu désincarnées, planant au-dessus des têtes des militants syndicaux de base. Alors en quoi cette interrogation elle entre en résonance avec celle du colloque? Il me semble qu'un des aspects les plus marquants de ces transformations contemporaines du syndicalisme, c'est sans doute une perte assez notable de ses capacités critiques. On évoquait tout à l'heure, Sophie, l'absence de regard critique que pouvaient avoir souvent les organisations syndicales vis-à-vis des médias. On pourrait reproduire ça aussi, on le voit aussi dans la façon dont, par exemple, une organisation comme la CGT va avoir recours aux spécialistes des sondages et va, pour l'essentiel, penser sa relation aux salariés qui ne sont pas des militants, y compris parfois même sa relation aux militants de l'organisation, par le biais de professionnels de l'enquête d'opinion. Ça, c'est une illustration parmi d'autres de la perte de ses capacités critiques. Et en gros, aujourd'hui, l'essentiel du mouvement syndical oscille entre une acceptation quasi acritique de l'ordre des choses, un certain légitimisme par rapport à l'ordre existant. On peut penser par exemple à la façon dont aujourd'hui certains représentants syndicaux ont pu intérioriser la rhétorique de la compétitivité économique qui a abouti récemment à l'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi, enfin la façon dont certaines organisations comme la CFDT en particulier reprend à son compte cette idée que un des enjeux des organisations syndicales, c'est de travailler à la compétitivité de l'économie, donc en acceptant le principe de cette guerre de tous contre tous. Ou alors, pour d'autres organisations, on a une critique des discours dominants qui est auto-limitée. Je pense par exemple, peut-être vous en avez entendu parler, peut-être pas, c'est en soi aussi emblématique, de la campagne de la CGT sur le coût du capital, un peu en réponse au tapage justement sur le coût du travail. Donc campagne sur le coût du capital qui déconstruit effectivement le discours libéral, mais qui se refuse à composer une logique alternative qui sortent des frontières tenues pour légitimes du syndicalisme. En gros, le territoire de la critique syndicale, c'est aujourd'hui replié sur le champ des relations professionnelles, en s'auto-limitant aux thèmes et aux acteurs tenus pour légitimes dans ce champ. Les plus courageux font quelques incursions dans les domaines des politiques économiques, fiscales, voire sociétales, mais sans chercher à construire une cohérence d'ensemble. Quand le syndicalisme produit une critique politique, elle est essentiellement réactive, c'est essentiellement une prise de position contre le Front National, au nom de valeurs consensuelles de la République, y compris de la République sociale, mais ce n'est plus une critique politique projective en quelque sorte,
alors que c'est ce que faisait, il y a encore une trentaine d'années, une majorité du mouvement syndical, quand il s'inscrivait dans une configuration d'action collective qu'on appelait à l'époque le mouvement ouvrier, et qui entretenait auprès de centaines de milliers de militants et de salariés, en premier lieu, la perspective du socialisme comme alternative au capitalisme, mais aussi une perspective ancrée dans les pratiques syndicales, je pense en particulier à des thématiques comme celle de l'autogestion, du contrôle ouvrier, etc. Alors l'explication courante de ce repli, de cette évolution, c'est ce qu'on appelle l'institutionnalisation des syndicats. Comme si l'encadrement juridique croissant de l'activité syndicale impliquait un nécessaire resserrement de l'horizon d'action des militants syndicalistes. Or, ce processus n'a rien de mécanique, et c'est précisément ce que permet un peu d'illustrer le cas de la formation syndicale. Ainsi, dans l'article sur lequel je m'appuie aujourd'hui, nous étudions les conditions et les implications du basculement d'une forme éducative à une autre, ce qu'on appelait le passage de l'éducation ouvrière à la formation syndicale, au sein de la CGT Force Ouvrière. Alors pourquoi la CGT Force Ouvrière? Vous allez me dire, c'est quand même pas la centrale syndicale qui est réputée la plus critique. Et ben, il se trouve juste à la fois parce que j'ai fait ma thèse là-dessus, donc c'est l'objet que je connais, c'est celui sur lequel j'ai le plus de familiarité empirique, mais aussi parce que justement quand on remonte un peu aux origines de Force Ouvrière, on se rend compte qu'au sein de cette organisation, on a une hétérogénéité assez forte, on a une présence de militants libertaires, syndicalistes révolutionnaires, et que le devenir légitime, qu'on pourrait qualifier de légitimiste de la Confédération comme en gros un pilier, y compris de l'ordre social et politique dans les années 70, quand d'autres organisations se radicalisent, d'autres organisations syndicales, ce devenir n'était pas nécessairement inscrit dans les gènes de cette organisation, et se rendre compte de ça, c'est aller voir aussi ce qui pouvait exister à l'origine de cette organisation. L'autre point qui légitime aussi le fait de s'appuyer sur FO, c'est que les évolutions qu'on retrouve dans cette organisation se retrouvent sous des formes spécifiques dans les autres organisations syndicales. Mais elle est peut-être d'autant plus facilement objectivable et descriptible dans le cas de FO qu'elle oppose directement deux institutions au sein de la Confédération. Le Centre d'éducation ouvrière, qui est l'institution qui à l'origine organise les pratiques d'éducation syndicale, et puis le Centre de formation des militants syndicalistes, le CFMS, qui va s'y substituer au milieu des années 50. Donc on a vraiment une espèce de passage de relais entre deux institutions qui symbolisent tout un tas de transformations dans les pratiques éducatives et dans la philosophie qui est associée à ces pratiques éducatives. Alors, je vais faire simple dans ma présentation. Si ça vous intéresse, je vous inviterai à vous reporter à l'article. Mais en gros, dire en quelques grandes idées, qu'est-ce que l'éducation ouvrière, qu'est-ce que la formation syndicale, pourquoi l'opposition de tous ces deux modèles, ces deux formes éducatives, et puis quelques éléments d'explication sur les raisons et les conditions du basculement de l'une à l'autre. Alors, l'éducation ouvrière, c'est un registre éducatif qui s'inscrit dans les origines du mouvement ouvrier, enfin, qui renvoie à la pratique des bourses du travail. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette histoire-là, mais qui est un type d'éducation syndicale qui est porteuse d'une forte charge politique, symbolique, voilà, qu'on peut décrire à travers tout un tas de caractéristiques que je vais essayer de décliner maintenant, et qui sont à l'origine de la création de Force Ouvrière. Ah oui, alors je ne l'ai peut-être pas dit, mais je partais du principe que c'est acquis, mais ça ne l'est pas nécessairement. Force Ouvrière, c'est une confédération syndicale dont le vrai nom est CGT Force Ouvrière, qui est créée en 1948 suite à la scission l'année précédente de la Confédération Générale du Travail, donc la CGT, qui à l'époque est hégémonique dans le monde du travail, qui en gros, la création de FO, ça marque en quelque sorte le début de la guerre froide dans l'histoire et la structuration du champ syndical et dans l'histoire politique française. Les militants qui sont à l'origine de la création de Force Ouvrière, les plus connus sont ceux qui s'inscrivent dans la tradition réformiste de la CGT confédérée, donc qui sont souvent proches de la SFIO, le Parti socialiste de l'époque. Mais comme je le disais tout à l'heure, on trouve aussi tout un tas d'autres équipes syndicales qui participent à la création de Force Ouvrière, et en l'occurrence, dans les 10-15 premières années de la Confédération, les militants syndicalistes révolutionnaires ou libertaires
ont une présence assez notable dans la Confédération. Ils dirigent plusieurs unions départementales, ils dirigent des fédérations, voilà, ils sont présents, ils sont actifs au sein de la Confédération et on les retrouve notamment à porter ce registre de l'éducation ouvrière. Donc le Centre d'éducation ouvrière, créé en 1948 avec la naissance de Force ouvrière, il est un petit peu pensé dans la continuité du Centre confédéral d'éducation ouvrière de la CGT, dont un des animateurs était le responsable auparavant. Et il se caractérise à travers tout un tas de points spécifiques. Alors, à quoi correspond l'éducation syndicale dans le modèle d'éducation ouvrière? C'est d'abord une offre éducative, une offre culturelle hétérogène, qui passe par des activités et des supports divers. L'éducation des militants syndicaux, elle passe par des cours. On va apprendre l'espéranto, les mathématiques, l'histoire du mouvement syndical, les régimes politiques de je ne sais quel pays à l'autre bout du monde. Ça passe donc par des cours, voilà, des enseignements magistraux assez classiques, mais ça va passer aussi par l'organisation de cercles d'études et de cercles de lecture, où là on retrouve pour le coup des techniques d'apprentissage qui vont plus être proches de ce qu'on a coutume d'associer à l'éducation populaire, voilà, appropriation collective d'un ouvrage, échange autour d'un bouquin, etc. L'éducation ouvrière est considérée comme faisant légitimement partie de l'éducation ouvrière à l'époque, tout ce qui relève des publications, la création d'une librairie syndicale et d'une revue, les cahiers Fernand Pelloutier, en référence aux fondateurs des Bourses du Travail, qui sont, voilà, il y a aussi des activités, par exemple des visites de musées, des visites culturelles organisées en groupe, etc. Donc une offre éducative hétérogène. C'est un public qui n'est pas, le public de l'éducation ouvrière n'est pas délimité a priori. C'est-à-dire que les éducateurs syndicaux s'adressent à l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient ou non syndiqués, qu'ils soient ou non des responsables syndicaux. L'idée est que ceux qui veulent apprendre se réunissent pour apprendre. C'est un mode d'organisation qui est décentralisé et coopératif. C'est-à-dire que, en gros, le centre d'éducation ouvrière dont je parle, c'est une structure qui a vocation, et c'est très clair dans les statuts qu'il constitue, c'est une instance de coordination d'activités, mais les activités dépendent de la libre volonté de groupes de militants locaux qui décideraient de constituer des collèges du travail. Donc le CEO a un rôle de coordination d'activités multiples et diverses, et n'a pas de rôle directif par rapport à leurs activités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un programme d'éducation, par exemple, qui serait commun à tous les collèges du travail. Il y a cette idée que chacun doit pouvoir définir souverainement des thèmes d'études. Autre aspect illustratif de ça, la revue Les Cahiers Fernand Pelloutier est présentée comme une tribune libre de l'éducation ouvrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ligne éditoriale. C'est l'idée d'avoir simplement une revue à prétention intellectuelle qui permette la controverse dans l'organisation sur des thèmes aussi bien techniques que politiques d'orientation syndicale. Le discours qui accompagne cette conception de l'éducation ouvrière, c'est un discours qui valorise donc la curiosité intellectuelle. Il n'y a pas de frontière a priori à l'éducation syndicale, au sens de l'éducation ouvrière, qui valorise la controverse, c'est ces histoires de tribunes libres, qui valorise la réflexivité. Et on a en arrière-fond, en fait, une conception de l'éducation qui est assimilée à la culture comme un temps de la culture qui est un temps désaliéné, en fait. Pensant en opposition au temps du travail salarié aliénant. Mais dans le même temps, on a un discours qui valorise aussi l'unité de la théorie et de la pratique. C'est-à-dire que ce temps de l'éducation, s'il existe à travers des scènes spécifiques, des scènes intellectuelles spécifiques comme les revues, comme les cercles d'études, etc., c'est pas un temps qui est coupé de l'activité syndicale. Il y a une espèce de compénétration d'interpénétration entre les scènes intellectuelles et les scènes militantes dans l'organisation syndicale. L'idée est que l'activité syndicale puisse être elle aussi pensée comme éducative. Il n'y a pas de déconnexion entre les scènes militantes et les scènes éducatives. Les différents moments de l'activité syndicale sont à la fois l'un et l'autre, car il doit s'agir, le syndicalisme doit être une pratique réfléchie, réflexive et réfléchie. Donc on a en fait une espèce de constellation de scènes d'activité intellectuelle qui, en quelque sorte, constituent, parce qu'elles ne sont pas subordonnées aux instances régulières de l'organisation syndicale, constituent un réseau transversal au circuit de pouvoir officiel de la Confédération.
Vous avez les syndicats avec leurs bureaux, leurs responsables qui vont siéger dans des conseils, des commissions exécutives interprofessionnelles ou de fédérations qui se réunissent dans un comité confédéral national. Ça, c'est les circuits de pouvoir légitimes. Et puis, vous avez ces scènes transversales qui vivent un peu de leur vie propre, qui sont ces scènes intellectuelles. Autre illustration aussi du fait que l'éducation ouvrière n'est pas pensée en rupture avec le reste de l'activité syndicale et que l'activité intellectuelle n'est pas pensée en rupture avec la pratique syndicale, la création des jeunesses syndicalistes force ouvrière en 1953 est légitimée sur le mode justement de l'éducation ouvrière. Donc c'est cette idée de l'apprentissage par la pratique, et les jeunesses syndicalistes sont dans la même optique que les collèges du travail, des structures autonomes au niveau local que les jeunes syndicalistes doivent pouvoir constituer et organiser et diriger souverainement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas subordonnés à une instance nationale, confédérale ou autre. Voilà. Donc, voilà, j'ai essayé de souligner un peu ces modes d'organisation parce que l'idée, vous comprendrez, c'est que les philosophies de l'éducation sont très étroitement liées à des formes d'organisation des modes de production du savoir et de partage, de diffusion du savoir. Et ça, on le voit d'autant mieux quand on oppose justement l'éducation ouvrière à la forme, ce qui va s'appeler la formation syndicale et dont la naissance du CFMS en 1954 donne en quelque sorte un saut officiel. Alors, la formation syndicale, elle existe dès la naissance de Force ouvrière. Il n'y a pas une espèce, il n'y a pas simplement substitution de l'un à l'autre, mais il y a une espèce de développement en parallèle et puis un mode éducatif qui va prendre le dessus sur l'autre. À la naissance de Force ouvrière, on parle de formation syndicale accélérée, mais ça va se formaliser, comme je l'ai dit, donc, et s'imposer comme la seule éducation syndicale légitime au tournant des années 50 via le CFMS. Et s'il fallait résumer en une phrase cette idée de la formation syndicale, c'est cette idée qu'on passe d'une logique de l'éducation par le syndicalisme, d'une éducation par la pratique syndicale, à une éducation au syndicalisme, un enseignement de la pratique syndicale. Et donc c'est un renversement de la logique éducative en fait qui est portée par cette forme de la formation syndicale. On va se retrouver face à une offre éducative qui va être spécialisée, étroitement spécialisée, c'est-à-dire que sont enseignés dans le cadre de ces activités de formation syndicale les savoirs jugés utiles à l'activité syndicale, jugés a priori utiles à cette activité, essentiellement des savoirs d'ordre juridique, économique et gestionnaire. Juridique, connaissance du droit du travail, économique, connaissance en matière de comptabilité nationale, etc., et gestionnaire, administration de l'organisation syndicale et autres. Cette offre éducative, elle est articulée à une forme pédagogique spécifique qui va être celle du stage. C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est un apprentissage qui se fait en classe, dans un espace fermé qui est marqué par la relation entre un éducateur légitime et des apprenants, des stagiaires. C'est-à-dire que toute cette diversité de supports qui était valorisée dans le modèle de l'éducation ouvrière est réduite à la forme du stage dans le modèle de la formation syndicale. Dans le même esprit, le public est délimité a priori, c'est-à-dire que cet enseignement, il est destiné aux cadres syndicaux. L'idée, c'est apprendre à bien faire le syndicalisme, apprendre à être un bon syndicaliste, apprendre le métier de syndicaliste. Et donc, qui dit délimitation du public, dit nécessité de l'existence d'une autorité pour sélectionner ce public. Donc la logique présuppose qu'une autorité existe qui dise tel militant a le droit d'assister aux stages syndicaux. Et bien, ce qui découle de tout ça, c'est évidemment un mode d'organisation qui va être du coup centralisé et directif. Le CFMS n'est pas une instance de coordination comme l'est le CEO, ça devient une instance qui élabore des programmes d'enseignement. Alors évidemment pas tout seul en lien avec les responsables nationaux des fédérations, mais ça reste entre les mains de responsables nationaux, ça n'est plus du ressort d'entités syndicales souveraines au plan local. Le CFMS pilote un cursus qui va progressivement se différencier et on parle de scolarisation en quelque sorte, la reprise d'un modèle scolaire dans la formation avec des niveaux, un niveau élémentaire qui donne droit à passer à un niveau supérieur de formation syndicale, etc. Et donc qui renforce cette logique centralisée et directive. Et évidemment, le discours qui va de pair avec cela, c'est un discours qui valorise l'efficacité et l'objectivité de la technique mise au service de l'organisation syndicale. De la sorte, le savoir se retrouve subordonné à la politique syndicale. Il n'y a plus de rapport dialectique entre l'un et l'autre, comme l'illustrent en particulier deux phénomènes. Le premier phénomène,
qui s'opère entre les années 50 et les années 60 au sein de l'organisation, c'est la disparition des espaces de libre discussion et d'expérimentation politique qui pouvaient exister et qui donnaient une réalité sensible à ce modèle de l'éducation ouvrière. Par exemple, les cahiers Fernand Pelloutier, dans un premier temps, changent de fonction. Ils ne sont plus réservés qu'à des articles qualifiés de techniques. C'est-à-dire que l'idée de la tribune libre et de la controverse est évacuée dans le contenu éditorial des cahiers, et puis sont ensuite tout simplement supprimés. Autre exemple, les tribunes libres qui étaient monnaie courante dans la presse confédérale, c'est-à-dire que les militants qui étaient en désaccord avec l'orientation confédérale pouvaient s'exprimer librement dans la presse syndicale. Les tribunes libres sont supprimées en 63, je crois. Mais en gros, voilà, cette idée-là de la controverse disparaît aussi des publications syndicales. On a en fait une espèce de transformation de la logique de la presse syndicale qui, à l'origine, était plutôt une espèce de forum interne permettant aux militants de confronter leurs opinions, et qui se transforme en forum externe qui vise à extérioriser les positions de l'organisation, et c'est symbolisé par la création de FO Magazine, qui participe de cette entreprise de modernisation de la presse syndicale, donc qui est tournée vers un auditoire extérieur et en quelque sorte impersonnel, l'opinion publique, et qui n'est plus tournée vers les arènes militantes internes. Et puis, autre exemple, je parlais des jeunesses syndicalistes tout à l'heure. Je trouve que les jeunes syndicalistes, ils étaient un petit peu trop remuants pendant la guerre d'Algérie, et les jeunesses syndicalistes sont réformés, ça devient un service confédéral qui est placé sous la direction d'un membre du bureau confédéral, et donc l'autonomie politique de cette structure disparaît au début des années 60. L'autre aspect qui témoigne de cette subordination du savoir à la politique syndicale, c'est l'émergence d'un personnel éducatif subordonné. C'est-à-dire qu'on voit se développer comme professionnel de la formation syndicale un petit corps de militants et de techniciens dont la légitimité va découler de leur désignation par l'organisation, quand leurs prédécesseurs étaient surtout des enseignants et des intellectuels qui du coup disposaient d'une légitimité un petit peu autonome, qui découlait de leur savoir et qui découlait de leur engagement plus sur un mode vocationnel dans la pratique de l'éducation ouvrière, alors que là il s'agit de militants qui vont être mandatés par l'organisation pour prendre en charge le développement de la formation syndicale. Donc voilà, quand je parlais tout à l'heure du modèle de l'éducation ouvrière avec l'existence de circuits transversaux au circuit de pouvoir officiel de l'organisation, là ces circuits transversaux disparaissent et le modèle de l'éducation, de la formation syndicale va s'ajuster au circuit de pouvoir officiel de l'organisation syndicale. C'est ce qui nous a amené à parler de la naissance en quelque sorte d'un dispositif d'administration du sens syndical. Ce sens syndical étant supposé stable, objectif et prédéfini. Voilà, donc j'ai présenté ces deux formes éducatives pour bien souligner l'antagonisme qui peut exister entre ces deux philosophies éducatives en fait qui les sous-tendent. D'un côté, l'idée de l'éducation pensée comme culture alors qu'elle est à l'inverse pensée comme science, l'idée de gratuité contre l'idée d'utilité, l'idée de réflexivité contre l'idée d'instrumentalité. Il y a un affrontement politique, feutré mais réel, tout au long de la fin des années 40, au milieu des années 50, qui va aboutir au triomphe incontestable de la deuxième forme sur la première, au tournant donc des années 50. Alors, comment s'opère ce renversement? Je vais être plus rapide parce que j'arrive au bout de mon temps. Alors, il faudrait regarder à la fois ce qui a entravé le plein épanouissement de la première forme éducative et ce qui a favorisé le développement de la seconde. Je me limiterai à trois éléments, même s'il y a d'autres éléments qu'il faudrait prendre en compte. Premier aspect, c'est les transformations de la représentation syndicale qui vont renforcer l'injonction à cette fameuse formation syndicale accélérée, cet apprentissage du métier syndical. En gros, on a un champ syndical qui devient de plus en plus concurrentiel, notamment par la création de forces ouvrières, donc l'éclatement du champ syndical, et l'émergence de nouveaux rôles syndicaux plus techniques, à travers l'institution des comités d'entreprise, des institutions de la sécurité sociale, etc., qui vont conforter ce registre donc, du recours à la science et aux techniques comme mode principal de l'éducation syndicale. Je l'ai évoqué un petit peu, mais on a aussi des transformations du personnel qui va prendre en charge l'éducation syndicale. Ces enseignants qui étaient, ces intellectuels, certains autodidactes qui étaient investis dans la pratique de l'éducation ouvrière, sont marginalisés à la fois parce qu'ils sont politiquement écartés comme des opposants, mais aussi parce que le personnel enseignant dans le syndicalisme ouvrier devient plus rare.
En l'occurrence, ce qui se passe dans les années 50, suite à l'éclatement de la CGT, c'est aussi le passage à l'autonomie de la FEN, la Fédération d'éducation nationale. Et ça a des conséquences importantes en termes de coupure entre les intellectuels de profession dont on parlait tout à l'heure et les militants ouvriers, alors ouvriers au sens large, employés, ouvriers, etc., qui peuplent les confédérations syndicales dites à l'époque ouvrières. Et puis surtout, l'aspect décisif, évidemment, c'est un certain nombre de ressources, en premier lieu financières, mais aussi symboliques, qui vont être apportées par d'autres institutions et qui vont permettre le développement de la formation syndicale au détriment de l'éducation ouvrière. L'aspect principal, c'est vraiment l'argent. C'est très concrètement, les pratiques d'éducation ouvrière, elles reposaient sur la libre initiative et les moyens que les groupes locaux pouvaient réunir. La formation syndicale, elle est abondamment financée, dans un premier temps par des fonds qui sont fournis dans le cadre du plan Marshall par les États-Unis pour développer la productivité du pays. Ça va être ensuite relayé par un financement étatique à travers l'adoption des mal nommées lois sur le congé d'éducation ouvrière de 57 et 59. C'est aussi, pendant toute la période qui va conduire à la scission de la CGT et donc au développement de Force ouvrière, le soutien du syndicalisme entre guillemets libre qui favorise Force ouvrière et met tous ses moyens au service de cette organisation pour lui permettre d'occuper un minimum d'espace face à la CGT qui reste encore hégémonique. C'est aussi par exemple en parallèle dans les années 50 issu d'autres logiques, la création des instituts du travail qui vont conforter donc cette logique d'une éducation syndicale pensée sur le mode de l'accès au savoir scientifique et au savoir spécialisé. Bon. Alors pour conclure, en quoi cette histoire qui peut paraître assez lointaine, elle peut intéresser ce colloque? Alors il me semble que souvent, en tout cas pour ce qui concerne les études sur le syndicalisme, la charge critique d'un dispositif, elle est souvent uniquement rapportée au contenu qu'il véhicule. Alors certes, cette dimension est essentielle, et je ne l'ai pas dit parce que je n'ai pas voulu mettre l'accent là-dessus, mais le passage de l'éducation ouvrière à la formation syndicale, ça renvoie aussi, dans le cas de Force ouvrière, au triomphe d'un certain type de savoir, notamment de savoir économique, validé par l'État, qui véhicule l'idée que les classes sociales ont plus à gagner à collaborer qu'à s'affronter. Et sur le plan des contenus, il y a une nette différence, à la fois dans les années 50, mais tout au long de la période jusqu'à aujourd'hui encore, entre la CGT, qui conserve un référentiel marxiste dans ses pratiques éducatives, et Force ouvrière, même si, du point de vue de FO, la charge critique du référentiel keynésien, en gros, qui structure l'éducation syndicale à FO, s'est accrue depuis le tournant néolibéral des années 80, ce qui permet aussi d'éclairer les changements un peu de positionnement dans le champ syndical de FO par rapport à d'autres. Mais ici, j'ai voulu insister davantage sur l'évolution des formes d'organisation et de division du travail intellectuel et syndical, car sur ce plan, ce que nos recherches, donc pas seulement sur FO, mais sur l'éducation syndicale en général, ont montré, c'est une convergence assez notable de toutes les confédérations syndicales vers ce modèle de la formation syndicale versus éducation ouvrière. Or, si on fait l'hypothèse que différentes façons d'organiser les pratiques engendrent différentes formes de conscience, on peut se demander si le repli du territoire de la critique syndicale n'a pas aussi à voir avec ces transformations organisationnelles qui nourrissent un rapport instrumental au savoir. Et du reste, le renouveau de la critique syndicale, qui a été très net dans les années 68 et qui a été en particulier porté par la CFDT à l'époque, il a été très fortement lié au réinvestissement par ces militants syndicaux d'un rapport stratégique et réflexif au savoir, en se réappropriant des techniques de l'éducation populaire, en retournant voir du côté de l'enquête ouvrière, en nouant de nouveaux partenariats avec des intellectuels spécifiques, notamment des experts, enfin ceux qui ne sont pas encore à l'époque justement des experts, mais des chercheurs en ergonomie ou en économie, etc., qui vont nourrir toutes les luttes autogestionnaires, tout l'argumentaire des militants syndicaux autour de l'autogestion. Tout ça pour finir sur cette idée qu'un des enjeux contemporains, ce serait peut-être ainsi de recréer de tels espaces de critique qui ne soient pas simplement de la critique d'énonciation, au sens de la critique appuyée sur des critères de jugement explicites, mais aussi de la critique réflexivité, critique sur les catégories employées par les militants basées sur la suspension des critères de jugement, et aussi une critique stratégique de médiation entre la théorie et l'action politique. Donc recréer de tels espaces de réflexivité stratégique qui soient ancrés dans la pratique syndicale de terrain, mais transversaux
aux organisations. Je vous remercie.